en compagnie de Patrick Burenstenas, scientifique et alchimiste, nous sommes partis pour un grand voyage vers les secrets de l'alchimie. On va mettre nos pas où nos anciens ont mis leurs pas. On va suivre exactement le même cheminement pour essayer de comprendre si ce qu'ils faisaient c'était un fatras de superstition, si c'était des fous furieux, ou s'il y avait vraiment quelque chose. Dans une première étape, à Bruxelles, sur les façades de la Grand Place, nous avons découvert des emblèmes qui évoquent quelques principes de cette tradition mystérieuse. Nous avons aussi appris que l'alchimiste se comparait à un artiste. Comme un peintre, il joue avec les couleurs, et comme un musicien, avec les sons. Une des clés qui va nous conduire à l'intérieur de notre chemin, eh bien, c'est des clés musicales aussi. L'alchimiste est un artiste. Il réalise une œuvre, le grand œuvre. Et la fin de l'œuvre, c'est le symbole du phénix, le volatile renaissant de ses cendres. À côté du phénix, nous avions trouvé Saint-Gilles. Une coquille suggérait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais l'hôtel de ville de Bruxelles nous a montré que c'était Saint-Michel qui devait être notre guide. Saint-Michel, on va le retrouver partout. Il représente le droit chemin, ni féminin, ni masculin, ni bien, ni mal, mais juste. Et c'est pourquoi notre quête s'appellera la quête de la voie du milieu. Percer les secrets de l'alchimie, ce n'est pas seulement comprendre les symboles. C'est aussi apprendre à ressentir la nature de l'intérieur, à aiguiser notre perception du monde. C'était le rôle de la deuxième étape, Chartres. En face de la cathédrale, les alchimistes d'antan, comme à Bruxelles, avaient gravé quelques symboles. Nous étions sur le bon chemin. Mais c'était le monument lui-même qui, par un contact quasiment physique, pouvait transformer la perception du futur alchimiste. De nombreux endroits dans la cathédrale invitaient à cet apprentissage. Cette Vierge Noire va continuer le travail que nous avons commencé à la pierre de décharge, ce qui nous permettra d'éliminer ce qu'on appelle les scories. C'est pour ça que ça a un étrange rapport avec la quête de la pierre, avec l'alchimie. Il y avait aussi le mystérieux labyrinthe. La cathédrale jouait avec les énergies du ciel et de la terre, avec les sons et les couleurs. Quand le soleil se mélange à la lune, quand l'or se mélange à l'argent, eh bien on va avoir une couleur particulière qui va être le violet, qui nous permet de passer d'un monde à un autre. Et cet autre monde, l'alchimiste l'appelle la lumière. Et quoi de mieux que de la trouver sous l'égide de Saint-Michel, Michael, la lumière de Dieu. C'est ainsi que notre voyage nous conduit maintenant au Mont Saint-Michel. Et pourtant, au Mont Saint-Michel, tout commence par l'obscurité. L'obscurité de la mort. Le Mont Saint-Michel était autrefois appelé le Mont Tombe. Sans doute y avait-il quelques monuments funéraires, des mégalithes, laissés par d'anciennes civilisations. Vers l'an 800, il y eut une première chapelle appelée aujourd'hui Notre-Dame sous terre, au contact même du rocher et peut-être des mégalithes. Il y avait 2 pierres levées au sommet du rocher. Elles permettaient à la terre de rayonner sa propre lumière vers l'extérieur, faire le lien entre le haut et le bas. Et c'est tout à fait ce que les alchimistes font, relier le haut avec le bas. L'énergie de ces pierres-là se manifeste dans le mur qui est derrière moi. Si cet édifice fonctionne, c'est grâce à ces pierres. Elles manifestent l'énergie tellurique.
C'est l'âme du mont. La chapelle fut enterrée, murée, recouverte par les constructions successives de l'abbaye. Ce souterrain nous permet d'explorer les forces d'en bas, mais sans aucune agressivité, sans aucune douleur. Donc ce n'est pas quelque chose qui nous enferme paradoxalement, mais quelque chose qui aura tendance à nous ouvrir. On cherche cette lumière qui est dans la pierre qui nous semble la plus sombre. Et c'est pour ça qu'en alchimie, on dit « tu trouveras la lumière même au cœur des ténèbres ». On est au-delà des apparences. Et c'est pour ça qu'on parle d'un feu caché. Un feu caché qui n'est pas celui du centre de la Terre et que crachent les volcans, mais un feu mystérieux qui est une des clés de la quête des alchimistes. Un moine du XVe siècle, qu'on appela par la suite Basile Valentin, imagina une formule latine devenue célèbre qui résume cette démarche de l'alchimiste. Visita Visite interiora terrae l'intérieur de la terre. rectificando En rectifiant, invenies tu trouveras occultum lapidem. la pierre cachée. Les initiales de chaque mot forment ce terme inquiétant. Vitriol. Le vitriol des alchimistes n'a donc rien à voir avec notre vulgaire acide sulfurique. Cet intérieur de la Terre est plus spirituel que matériel, ce que montre Notre-Dame sous terre. C'est un endroit où on est face à nous-mêmes et qui nous permet pour la première fois de commencer à visiter l'intérieur de nous-mêmes pour trouver cette fameuse pierre cachée. Et à l'intérieur de nous-mêmes, il y a nos émotions, nos croyances, les mythes. C'est en les étudiant, plus encore peut-être qu'en regardant son creuset, que l'alchimiste approchera les secrets de la matière. Nous, on entend l'âme à tiers. Eh bien, si l'âme a tiers, il y a 2 tiers d'autre chose. À un moment, il y a un archange qui s'appelle Lucifer, et comme par hasard, cet archange, Lucifer, veut dire le porteur de lumière, qui s'est rebellé contre Dieu. Alors il est parti, mais il n'est pas parti tout seul, il est parti avec 1 tiers des anges. Et c'est ça, cette âme à tiers, ce tiers de lumière piégé à l'intérieur de ce qu'il y a autour de nous. C'est ça le feu d'en bas. C'est finalement Lucifer. Alors c'est sans doute pour ça que les alchimistes ont quelquefois fini au bûcher, parce que quand ils disaient qu'ils allaient libérer Lucifer, évidemment les chrétiens pensaient qu'on allait libérer le démon sur le monde. Mais c'est pas du tout ça. On allait libérer la lumière de sa gangue de matière. Et c'est ce que Saint Michel essaye de faire ici même. Il ne tuait jamais le dragon, il le terrassait, c'est-à-dire qu'il le remet en terre pour pouvoir en extraire son feu. Donc en aucun cas il le punit, ce dragon, mais il lui tend plutôt la main. Ce qui est d'ailleurs une vision bien plus chrétienne, que le feu d'en haut tende la main à celui qui est en bas. Et s'il réussit à dégager le feu caché à l'intérieur du dragon, alors le feu d'en bas rejoint le feu d'en haut et la création est terminée. Cette chapelle dédiée à Notre-Dame comporte curieusement 2 autels, placés côte à côte. L'un de couleur noire pour la Vierge Noire, et l'autre plus clair pour la Sainte Trinité, dit-on. Mais peut-être aussi pour la Vierge Blanche. La Vierge Blanche était à Tomblaine, c'est-à-dire le rocher qui est en face du Mont Saint-Michel, et la Vierge Noire ici. Donc on avait ce lien entre la lumière blanche et la terre noire.
On commence donc à l'intérieur de la Terre, au pied de la Vierge Noire, et nous continuerons notre voyage à l'intérieur du mont en espérant trouver le feu d'en haut. Une lente montée qui conduit à une autre crypte, la crypte des gros piliers. Car il a fallu de gros piliers pour soutenir toute l'église abbatiale qui est juste au-dessus de cette crypte. Mais on prête une autre fonction à ces gros piliers, plus mystérieuse. Elle est liée à la quête de l'alchimiste. Ici, une autre étape de notre travail va être nécessaire grâce aux mosaïques qui sont sur le sol, qui sont des signes particuliers qui nous indiquent comment on doit déambuler à l'intérieur de cette salle pour en avoir tous les bénéfices. On va passer d'une mosaïque à l'autre pour terminer sur celle qui est devant moi, qui représente un zodiaque avec 12 pierres circulaires. Et surtout, au centre, 6 pierres particulières formant une étoile à 6 branches, nous indiquant que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Enfin, le centre de la mosaïque représente presque un Tao, c'est-à-dire une moitié blanche et une moitié noire, ce qui est sans doute ce que nous devons réunir à l'intérieur de ce lieu. Après, il est de coutume d'aller tester une des chapelles radiales. On vient se placer en dessous de la clé de voûte pour ressentir si on est en équilibre ou pas. Et c'est vraiment physique. Je vais vraiment sentir mon corps se mettre en oscillation, se mettre en résonance, et ce qui me permettra de choisir laquelle des chapelles va me mettre le plus au diapason, et là est son but. Si je fais résistance au passage de la vibration, eh bien ça va être chaotique pour moi. Je vais me sentir mal. Par contre, si je me mets parfaitement en accord avec, alors mon corps va se mettre à bouger d'une manière sinusoïdale. Parce que dans notre univers, aujourd'hui et maintenant, l'énergie circule sans résistance de cette manière sinusoïdale. Donc plus je serai en accord, plus mon corps va se mettre à osciller.
D'ailleurs, un bébé, quand il est en colère, eh bien, il suffit de le bercer pour qu'il arrête de pleurer. Alors pourquoi? Eh bien justement parce qu'on le met sur la résonance harmonique, on pourrait dire la chanson du monde, qui fait que tout ce qui est en désaccord, tout ce qui est chaotique chez lui s'apaise. Le Mont Saint-Michel nous met progressivement en contact avec des forces du monde de plus en plus douces et lumineuses. Ainsi, la salle des hôtes. Bien que ce soit une pièce où plutôt on faisait ripaille, eh bien on s'aperçoit qu'il y a malgré tout une élévation, à la fois dans les proportions de la pièce et à la fois dans la lumière qui y vient. Alors il y a ici une acoustique très particulière qui montre ce qui se passe quand une vibration circule dans un lieu où il n'y a aucune résistance. À côté de la salle des hôtes, on trouve une petite chapelle où le son est très différent. Comme deux phases de la quête alchimique mises côte à côte. De l'autre côté, le son partait de nous vers l'extérieur, il montait vers les voûtes. Ici, le son est contraire. C'est comme si le son descendait vers nous. Alors c'est peut-être un peu notre œuvre noire ici. Le son vient de l'extérieur vers l'intérieur. On voit bien que le sens de circulation est complètement différent. On pourrait dire que l'œuvre noire est une énergie qui va aller de l'extérieur vers l'intérieur pour nous mettre en solution, alors que l'œuvre blanc va être le contraire, une énergie qui va de l'intérieur vers l'extérieur pour nous mettre en alignement. Les notes sont particulièrement importantes dans la quête qui est la nôtre. Il y a 7 notes, 7 marches à franchir. Et ces notes vont avoir tout un sens. On parle souvent de prendre de bonnes résolutions, qu'on entendra Ré, Sol, Ut, Si. On pense que la salle des chevaliers
était le scriptorium de l'abbaye. C'était le centre intellectuel du Mont-Saint-Michel qu'on appelait la Cité des livres. Ici, les moines copiaient et enluminaient des textes religieux. Mais pas seulement. Il s'intéressait aussi aux écrits historiques, philosophiques et scientifiques. Parmi ses livres, on trouve le traité sur la musique du penseur romain Boès. Ce qui montre toute l'importance que les moines du Mont-Saint-Michel accordaient à l'art des sons, au pouvoir des notes et des intervalles. Pour les anciens, la musique est la force qui sous-tend tout l'univers. C'est la musique des sphères qui, par ses vibrations et les rapports mathématiques qui relient les notes entre elles, régit le cours des astres. L'alchimiste souscrit à cette vision de l'univers. Dans son creuset, il espère capter l'esprit du monde, le spiritus mundi, qui est la musique. Les moines avaient aussi copié, au XIIe siècle, les textes d'Aristote et le Timée de Platon, où le philosophe grec parle de l'Atlantide, de la création de la nature et des origines de l'univers. Des commentaires complètent le texte de Platon. Il comporte des figures qui situent les 4 éléments: terre, eau, air, feu, puis les 7 planètes de la tradition, nommées en latin, en hébreu, en arabe, et leur correspondance avec les 7 métaux. Nous sommes bien près de l'univers des alchimistes. Un autre texte raconte la vie de saint Anastase. Il séjourna sur le mont Saint-Michel, qui est appelé le port d'Hercule. Les alchimistes associent souvent Hercule au feu de la terre. Alors dans ces textes, on a des informations encore plus précises, où on dit que Saint Michel lui-même est gardien de la mer, de la foudre et de la rosée. Donc c'est vraiment quelque chose d'associé directement avec l'alchimie. Les enluminures dessinées dans le scriptorium montrent Saint Michel dans sa fonction à la fois religieuse et alchimique. Par sa lance, il capte le feu d'en bas, le feu du dragon, pour le relier au feu du ciel, qui est en fait l'archange Michael lui-même. Il est comme Dieu, ce que dit ce bréviaire, écrit dans l'abbaye au XIIIe siècle. Michael y est associé à Gabriel, la force de Dieu, et à Raphaël, la véritable médecine de Dieu. Peut-être celle que cherchaient les moines et les alchimistes avec leurs élixirs. Le mont Saint-Michel est aussi décrit comme un lieu de combat, où agissent les forces célestes des archanges, des anges, des séraphins et des chérubins. Un lieu où semblent converger toutes les énergies de l'univers. L'architecture illustre cette tension qui anime toute l'abbaye, entre la lumière et la matière. Le réfectoire est comme une démonstration de la portée philosophique de l'art de bâtir. La lumière semble sortir de la pierre. Peut-être est-ce là notre quête
justement trouver cette fameuse lumière qui sort de la pierre. Dans le cloître, la pierre reçoit directement la lumière du soleil. Le cloître est la seule partie d'un monastère qui soit ouverte sur l'extérieur, sur la nature et sur le ciel. Comme une nostalgie ou un désir du jardin d'Éden, où l'homme et la nature ne faisaient qu'un. L'unité, ce que cherchent à retrouver les alchimistes. De nombreuses sculptures habitent ce cloître. Elles en font un livre de pierre qui complète les livres du scriptorium. Nous trouverons un certain nombre de secrets gravés, comme des dragons cachés à l'intérieur de feuilles de vigne, qui nous indiqueront sans doute un chemin particulier à suivre. Ces dragons sont une image de toute la quête des alchimistes. Ils relient la terre, sur laquelle ils s'ancrent grâce à leurs pattes crochues, avec le ciel, grâce à leurs ailes qui leur promettent l'envol. Le cloître jouxte l'église abbatiale. Une église qui peut aussi se lire comme un livre d'alchimie. Ici, on se retrouve dans le résumé de notre cheminement. Le sol sur lequel je suis, eh bien, nous voyons qu'il a les trois couleurs de l'œuvre, le noir, le blanc, le rouge, et que ce cœur lui-même est bâti selon les trois principes. Tout ce cœur avait, jusqu'au XVIIIe siècle, le nom de grande œuvre. Quand on s'élève à l'intérieur de ce cœur, on s'aperçoit qu'il est composé de trois parties. Une partie solide, matérielle, une partie moyenne, spirituelle, et la dernière partie, la plus lumineuse, divine. Le fait d'être à l'intérieur de cette architecture et d'avoir cheminé nous conduit à cette élévation et à ce lien entre le feu d'en bas et le feu d'en haut.
Le Mont Saint-Michel est une frontière que garde Saint Michel. Comme le poste avancé du séjour des hommes face à l'immensité de la baie et de la nature. Une sorte d'observatoire avant le saut dans l'inconnu. Sur le parvis de l'église abbatiale, une tombe. Celle de Robert de Torigny, le plus célèbre des abbés du Mont Saint-Michel. Quand on a déplacé ses restes en 1875, eh bien, on s'est aperçu qu'il était couché sur un disque de plomb. Alors le plomb, bien sûr, a éveillé notre intérêt, d'autant plus que de mystérieux signes étaient gravés à sa surface. Une main déjà gravée et de l'alpha à l'oméga, du début à la fin. Sur l'autre face du disque, un étrange dessin. 4 arcs de cercle, comme le bord de 4 sphères, qui déterminent un point unique dans l'espace. 4 sphères, comme les 4 éléments. À leur conjonction se crée un 5e élément. La quintessence, notre point. Que les Grecs appellent l'omphalos, le nombril du monde. Et les alchimistes, la pierre philosophale. On peut penser qu'une quête peut-être plus philosophique, intéressait ce père abbé. La flèche du Mont Saint-Michel est un ajout du XIXe siècle, à la place du dôme qui avait succédé au clocher médiéval. Mais elle n'est pas en accord avec l'esprit de cette abbaye. Quand on place une flèche en haut d'un bâtiment, eh bien, toute la résonance du lieu se trouve projetée vers l'extérieur. Et le but de ce monastère n'est pas du tout ça, mais plutôt l'intériorité. Et il suffit pour ça de mettre à la place de la flèche un dôme. Et quand vous prenez un dôme et que vous émettez à l'intérieur un son, eh bien ce son se trouve concentré en son centre. Tout ce qui monte de Notre-Dame sous terre rayonne à l'intérieur du monastère, se réfléchissant à l'intérieur du dôme. Eh bien celui qui se trouverait à la conjonction des deux se trouverait exactement entre le haut et le bas, dans le plus grand équilibre. Cependant, cette flèche a le mérite de souligner le mouvement qui anime tout le bâtiment, depuis la masse obscure du rocher jusqu'à la finesse des arcs-boutants, qui jouent avec la légèreté du vent et des oiseaux. L'apprenti alchimiste, après avoir cheminé à l'intérieur du mont, était désormais en contact avec les oiseaux, qui l'incitaient sans doute à se familiariser avec la fameuse langue des alchimistes. La langue des oiseaux. Un art de jouer avec les mots et avec les lettres, en les décomposant, comme dans le veau noir, puis en les recomposant, comme dans le veau blanc, pour laisser deviner quelques vérités alchimiques.
Les alchimistes ont toujours une manière de se transmettre les secrets d'une manière compréhensible souvent d'eux seuls. Alors on appelle la langue des oiseaux parce que c'est une langue très volatile, très subtile. Le terme langue des oiseaux veut dire la langue de l'esprit, la langue du spiritus, la langue légère. On a comme référence Merlin, bien sûr. Merlin qui est le merle, l'oiseau, qui connaît cette langue des oiseaux puisque c'est un enchanteur et qui transmet ses secrets de fabrication. Cette langue des oiseaux joue sur 3 registres. Le premier, c'est le jeu de mots. On va dire, par exemple, quelqu'un porte des lunettes, on entend lunettes. C'est bien ce à quoi sert l'objet. Et à travers ces jeux de mots simples, eh bien, on va donner un certain nombre de clés de travail. Ensuite, il y a la deuxième manière d'entendre cette langue des oiseaux. C'est-à-dire un jeu de mots, mais à l'intérieur, il y a une clé. Par exemple, quand l'alchimiste se promène aujourd'hui au musée de Cluny, il arrive devant la tapisserie La Dame à la licorne, et quand il voit la Dame à la licorne, instantanément, il a une indication de métal à utiliser et dans quelle proportion. Cette mystérieuse tapisserie fut commandée au début de la Renaissance par la riche famille lyonnaise des Levistes, peut-être par Jean Leviste pour son épouse. On peut voir représenter les armes des Levistes, 3 croissants d'argent comme 3 lunes montantes. Or, ces armes peuvent évoquer celles que bien plus tard porteront le roi Henri II et surtout Diane de Poitiers, avec 3 lunes entrelacées. C'est pourquoi l'alchimiste se plaît à voir dans cette tapisserie l'omniprésence de Diane de Poitiers. Et bien sûr, lui, il n'entend pas Diane de Poitiers, mais il entend Diane de Poitiers. Le tiers du poids de Diane. Eh bien, Diane, c'est la lune c'est l'argent. Donc pour lui, Diane de Poitiers, ça veut dire que tu utiliseras le tiers du poids d'argent. Et pour bien confirmer ça, sur la tapisserie, on a un écu qui est une bande bleue avec 3 croissants de lune. Bien sûr, la langue des oiseaux ne marche pas qu'en français, mais si je prends le nom de l'antimoine, déjà pourquoi on l'appelle comme ça? Parce que quand on bâtit un monastère, la première chose qu'on fait, on creuse un puits, et les moines, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont bu l'eau, ça a tué les moines, c'est donc de l'antimoine. Parce qu'ils ont percé une veine métallique et que l'antimoine, c'est un poison. Mais on va avoir en latin le même jeu de mots. L'antimoine, c'est antimonium. Et antimonium, ça veut dire jamais seul. Eh bien, si ce métal est jamais seul, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre caché avec, à nous de trouver. Et si c'est en grec, c'est stibine, ce qui a donné son nom. Et stibine, ça veut dire la voix. Donc, dans 3 langues différentes, on va avoir ces clés sur l'antimoine. Et enfin, la 3e manière dont on entend parler de la langue des oiseaux, c'est lettre par lettre. Chaque lettre a un sens, et la manière dont chaque lettre s'articule avec sa voisine donne des clés cachées. Et c'est pourquoi l'or de l'alchimiste, rien que ce mot or, va nous donner des clés. Parce que si je regarde comment est écrit ce mot, il est écrit O-R. L'eau et l'air. Eh bien, il est possible que l'or, finalement, ne soit jamais que de l'eau cachée dans l'air, ce qui peut être un secret assez intéressant pour les alchimistes. Et quand on va aller chercher cet or, eh bien à l'aurore, bien sûr. Or, or. Et orienté vers quel côté? Eh bien vers l'or riant, pas à l'endroit où c'est oxydant. Et on choisira plutôt les années où il se passe 13 événements. Mais pourquoi 13 événements? Mais parce qu'on cherche les trésors, bien sûr.
Quels sont les 13 événements qui peuvent se produire au cours d'une année? Eh bien 13 lunaisons, donc on choisira les années où on a 13 lunes. La langue des oiseaux. Souvenez-vous, Papageno, l'oiseleur de la flûte enchantée. Cet opéra de Mozart auquel avait collaboré un alchimiste, ami du musicien, Ignaz von Born, un très célèbre minéralogiste qui inspira le personnage de Sarastro. La langue des oiseaux. Les dragons, gardiens des trésors. La quête de l'or et du pouvoir. Les épées magiques qui ouvrent la matière. L'amour des princesses endormies. Les images des alchimistes structurent le monde des contes de fées, des légendes, des romans, des opéras. Toute notre culture miroite des reflets du grand œuvre. Wagner, après Mozart, fut sensible à l'aventure de l'alchimie. Dans sa tétralogie, Siegfried tue de son épée le dragon Fafner, le gardien de l'or du Rhin. Au cours du combat, la main de Siegfried est atteinte par quelques gouttes du sang brûlant du dragon. Il la porte à sa bouche. Et tout d'un coup, il comprend le chant des oiseaux. Un oiseau lui apprend alors qu'il pourra traverser le cercle de feu qui enserre Brunhilde sur son rocher, la déesse endormie. Elle est une image de la pierre philosophale qui sommeille au sein de la matière en fusion dans le creuset et que l'alchimiste doit en quelque sorte réveiller. Il rêve à ces fameuses noces chimiques qu'évoquent les traités, les grimoires et les oiseaux.
dans notre grand voyage alchimique, le rôle du Mont Saint-Michel était de nous amener à rechercher un contact intime avec la nature. La première chose qu'on a vue, c'est la Grande Place de Bruxelles. Et sur cette Grande Place de Bruxelles, on a commencé à se familiariser avec la philosophie de l'œuvre. On a regardé les symboles, on a subodorer un certain nombre de modes d'emploi sans en être vraiment sûr. On a lu la Grande Place comme si on avait lu un livre. Quand on est allé à Chartres, on s'est déjà investi un peu plus directement. Bien qu'il y ait eu des symboles à lire, il y a eu quelque chose à faire. On a commencé un cheminement à l'intérieur de nous-mêmes. Enfin, ici, on est uniquement dans cette alchimie, cette fois, qui devient personnelle, qui devient interne. C'est comme si l'expérimentateur se préparait à travailler la matière. Et il faut savoir que c'est un point essentiel en alchimie, où avant de se mettre au creuset, il faut que l'expérimentateur soit prêt. Et c'est pourquoi, pour le moment, on n'a fondu aucun métal, on n'a travaillé à aucun creuset, parce qu'il n'est pas encore temps, ça aurait servi à rien. On n'aurait été que des techniciens, alors que là, on va essayer d'être des artistes. Pour ce faire, on a répété exactement le processus alchimique sur nous-mêmes. On a commencé dans les profondeurs de Notre-Dame sous terre, l'œuvre au noir, et on est monté progressivement jusqu'à l'œuvre rouge au plus haut. On peut dire qu'on est passé de la lecture symbolique de notre quête à une lecture presque opérative. On commence à se rendre compte que finalement cette réalité n'est pas aussi tangible qu'elle a l'air et qu'il y a des frontières bien ténues entre les mondes et que par moments, on a commencé à les sentir à Chartres, mais on les a surtout sentis ici, eh bien, on a l'impression de glisser d'un monde à l'autre. Les trois grandes valeurs fondamentales de notre réalité commencent à vaciller. Le temps, l'espace et la matière. On a commencé à sentir que cette matière solide, tangible comme de la pierre, eh bien, pouvait devenir presque vibratoire. C'est comme si on était capable de trouver quelque chose de sous-jacent à la matière, car ce que nous cherchons est en dehors de cette réalité. Il va donc falloir que nous soyons capables de percevoir autre chose. Nous repartirons d'ici pas exactement comme nous sommes arrivés. Le monde apparent commencerait donc à s'ouvrir, comme un rideau. Mais qu'y a-t-il derrière ? Eh bien, pour le savoir, il faut continuer notre route vers Saint-Jacques-de-Compostelle et prendre d'abord la direction de Rocamadour. Rocamadour, au sud-ouest du Massif central. On se permettra quelques détours jusqu'au puits, où on trouvera un autre rocher Saint-Michel, sorti des profondeurs obscures de la terre. Saint-Michel-l'Aiguille. Puis on ira sur les hautes terres d'Aubrac, rejoignant le sentier traditionnel qui mène à Compostelle depuis bien plus de 1000 ans.
après avoir hiberné sur les plateaux, comme pour une œuvre au noir, on arrivera à Rocamadour avec le printemps. Tout alchimiste doit faire un certain nombre de démarches. Il va passer des portes, et ici, il va passer ce qu'on appelle une porte entre les mondes, c'est-à-dire une manière de percevoir la réalité non ordinaire. À Rocamadour, cette porte nous dévoilera les forces cachées de la nature, dont la connaissance est indispensable pour la poursuite du grand